Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match Racing Club de Lens face à Reims. Donc c'est Reims face au Racing Club de Lens. Alors je la fais que là parce que j'ai vraiment eu une semaine un peu chargée, mais je voulais quand même la faire. Donc du coup me voici, me voilà pour cette vidéo d'après-match. On va commencer par la compo. Avec Farines dans les buts, Danso en centrale, à droite Gradit, à gauche Medina, le retour du triptyque le plus costaud de Ligue 1. Au milieu, ça bouge pas. Fofana, Doucouré et Pereira d'Acosta, hein, c'est vraiment bien installé dans ce groupe. Et puis, dans ce 11. Et puis, Jonathan Klaus à droite, Frankowski à gauche. Et en attaque, un duo Sotoka, Arnaud, Kalimundo. Alors ce que je pense de ce que j'ai pensé de ce 11 de départ avant le match, bah c'était du pur classique, fallait s'en douter, même si je suis plutôt dans le fan club de Machado, mais bon, Francaise a les résultats avec lui et je pense que ses choix sont les bons. Mais j'ai un petit penchant sur Machado à gauche parce que Frankowski c'est pas forcément son côté préférentiel, mais peut-être que techniquement il le trouve supérieur à Machado. Voilà. Mais sinon c'est du classique. Je me disais que c'était l'équipe type pour moi avec Machado en balance avec Frankowski. On va commencer par les notes. J'ai mis la note de 5 à Farines, match moyen. Ses sorties sont pas bonnes du tout. Il anticipe très mal ses sorties. Il a mis en difficulté pas mal sa défense. Va falloir qu'il travaille ça pour la saison prochaine parce qu'il doit sortir mieux que ça. Sur le but, il peut pas grand chose parce que la frappe de Zenelli elle est super belle, mais vraiment il nous a mis 2 ou 3 fois en difficulté. Voilà, c'est moins bon, c'est moins bon que d'habitude. Voilà, clairement, je le dis, c'est moins bon que d'habitude. On a connu meilleur Farines, maintenant, il peut pas. Enfin, voilà, après, c'est compliqué quand on est gardien de passer un peu à travers, mais il n'est pas passé à travers parce qu'après, il n'y a pas forcément eu beaucoup de danger. On en reparlera de l'attaque rémoise, mais voilà, le but, il peut pas. Voilà, c'est un superbe but de Zenelli, j'y reviendrai. Mais bon, voilà. J'ai mis la note de 8 à Danso. Très bon match de Danso. Il a été extrêmement bon. Extrêmement rapide, extrêmement puissant. Il commence à porter le ballon balle au pied. Ce que je trouve vraiment intéressant. Et puis il a été beaucoup dans l'impact défensif et dans les montées balle au pied. Il a permis d'apporter le surplus au milieu de terrain quand on a commencé à reprendre un peu le ballon et la maîtrise. En tout cas, moi je trouve que Danso c'est une super recrue. C'est largement supérieur à Badé. Parce qu'il est bon de la tête et en plus il est bon balle au pied et qu'il sait, il sait ne pas se mettre dans la merde. Parce que ça savait pas trop faire Badé, il était un peu foufou sur certains trucs. En tout cas, voilà, c'est du très bon Danso. J'ai mis la note de 7 à Medina, je trouve qu'il fait un bon match. Après, voilà, il n'a pas non plus fait des interventions monstrueuses, mais en tout cas, ballon-pied, c'est vraiment très bon. Voilà, c'est du bon Medina, c'est le Medina qui s'est stabilisé dans le bon et dans la bonne gestion, très offensif, capable de monter balle au pied. J'aimerais bien le voir en piston, ce mec-là. C'est bizarre hein, ce que je dis, mais je l'imagine en piston. Voilà. J'ai l'impression qu'il est capable d'être piston. Maintenant, c'est un excellent défenseur central gauche, capable de monter balle au pied. C'est pareil, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Voilà. C'est clairement un excellent défenseur et c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre de Ligue 1. J'ai mis 6 à Grady, match correct de la part de Grady. Alors pourquoi 6 et pas 7? Parce que sur le but, il est totalement fautif. Son recul frein, il est pourri, il doit jamais faire ça. C'est déjà sur le match de Nantes, je l'ai trouvé moins bon que d'habitude, mais il a été tellement bon que c'est vraiment épisodique. Mais peut-être qu'il a un coup de fatigue, l'ami Grady. En tout cas,
le match est correct parce que derrière il fait plus d'erreurs, mais c'est l'erreur fatale qu'il a déjà commis par le passé. En tout cas, voilà, le match il a été solide défensivement, à part sur ce but. Et face à Reims, malheureusement, ça pardonne pas ce type de transition. Il faut super bien les gérer pour éviter que la muraille rémoise colle un but et finisse en forteresse de ouf. Voilà, c'est clairement. Au milieu de terrain, ouais, non, on va faire les latéraux. Les Milanotes de 6 à Jonathan Klaus, match correct. Les corners ont quand même été intéressants. Il a été quand même dangereux dans ses coups de pied arrêtés. Les corners ont donné pas mal d'occasions. Il n'a pas forcément beaucoup centré, mais il a été correct dans ce qu'il a fait défensivement. Après, il est un petit peu en dedans depuis un moment, mais ça, c'est un peu la digestion de la sélection en équipe de France. Mais clairement, pour le rassurer et pour montrer les choses, je pense pas que les concurrents aient montré mieux que lui. Surtout qu'en plus Lyon est catastrophique, donc vu que son concurrent principal c'est Dubois et que Benjamin Pavard il est plutôt dans la rota centrale d'après ce que j'ai compris. Je pense qu'en finissant dans le top 6, top 7 de Ligue 1, il a une place assurée en Ligue en Ligue des Nations en carton, là. Je sais plus comment que ça s'appelle, la Coupe à Pimpin internationale. Mais en tout cas, voilà, de toute façon, ça sera ça le test. Hein. C'est le Final Four de la Ligue des Nations, voilà, c'est ça. C'est le test pour lui. C'est sur cette compète-là qui sera son avenir international pour la Coupe du Monde. Clairement, c'est ça. Mais en tout cas, voilà. Il est moins flamboyant, mais il reste sobre et intéressant dans ce qu'il fait. Il a encore la vivacité. Maintenant, sur les 2 finales qui restent, il va falloir qu'il montre... faut qu'il soit décisif, quoi. Faut qu'il soit décisif, clairement. Moi, c'est ce que je pense. En face, moi, j'ai mis... je vais mettre 5 à Frankowski, match moyen. Je mets pas 4 parce que défensivement il a pas mal défendu. Mais après le problème du piston c'est qu'il doit être offensif. Et moi je l'ai pas trouvé très offensif quoi. Il est pas à l'aise du tout à gauche. Mais ça fait un an que je le dis. Donc j'en ai marre de me répéter. Mais voilà, il fait le boulot quand même. Et pour moi c'est l'avenir à droite. Maintenant avec l'arrivée de Cabot imminente là où c'est fait déjà. Est-ce que lui, Francaise, veut continuer à le placer à gauche? Ou est-ce que il remplace numériquement Jonathan Klaus qui partira, qui n'a pas prolongé? Dans ces cas-là, ça serait Frankowski qui serait titulaire, c'est logique, parce que si Cabot arrive pour remplacer Jonathan Klaus numériquement, est-ce que la prime à l'ancienneté fera que Frankowski démarrera à droite? C'est à voir, mais en tout cas, voilà, le match est moyen parce qu'il apporte pas assez en tant que piston gauche, même si la qualité est là. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 8 à Seko Fofana. Non pas parce qu'il marque le but victorieux, mais surtout qu'il a été très bon, très intéressant. Il commence à de mieux en mieux distribuer le ballon, et ça me plaît. C'est ce qui perturbait un petit peu son jeu, et je trouve qu'il distribue de mieux en mieux. Et il s'éclate quoi, clairement. Et je trouve que c'est du très bon Seko Fofana. Et s'il regarde ce niveau-là sur les 2 derniers matchs, on peut croire en des choses. On y reviendra après, mais on peut croire en des choses. Clairement, c'est du très bon Seko Fofana. J'ai mis la note de 7 à Doucouré. C'est du bon Doucouré, hein, dans la récup, dans l'orientation, dans le nettoyage du ballon. Voilà, c'est clairement Doucouré, quoi. Ça vaut plus de 20 millions hein, maintenant. Et avant, j'étais sur en disant 20 millions, c'est bien, mais clairement, cette saison, il a été exceptionnel. Pour moi, ça vaut plus de 20 millions et ça partira à plus de 20 millions. Crystal Palace, c'est tout pour Ave. Je pense quand même que Doucouré, si on part en Europe, Crystal Palace va pas jouer l'Europe, il va rester chez nous. Ou alors il va partir dans une équipe qui joue au moins la Ligue Europa. Si ils mettent 18 millions d'euros ou 20 millions d'euros, je pense qu'il y a des équipes un peu plus cotées qui vont mettre un peu plus de pognon, quoi, clairement. Je pense, hein. Je pense clairement que ça va être ça. Hein. Mais en tout cas, c'est bon, quoi. C'est bon. C'est le travailleur de l'ombre, mais c'est aussi le mec capable de mettre en route les attaques. Voilà. Devant,
Bah, j'ai mis la note de 5. Oh non, je suis dur. Oh ouais, je suis dur. Je mets la note de 6 à Florence Otoka parce que le but est super beau. Il fait un match correct. Alors, il est un peu plus en dedans depuis 2-3 matchs. Enfin, ouais, 2-3 matchs. 5 c'est dur parce qu'il marque le but du 1 partout et le but est super beau. Et au moins, la finition, c'est des fois ce que je lui ai reproché. Et là, il faut la mettre. Celui-là, ça fait quand même un moment qu'il met des buts difficiles à mettre. Donc j'ai l'impression qu'il a peut-être progressé sur ce palier-là. En tout cas, bah, c'est une prestation de meilleure facture que le match d'avant. Alors c'est pas au niveau qu'il a montré il y a des semaines avant, mais voilà, 5 c'est dur. Voilà, 6 ça va, match correct de Florian Sotoka. Son compère en attaque, j'ai mis 4 Arnaud Kalimundo, bah c'est insuffisant. J'ai trouvé qu'il n'avait pas apporté, mais bon, il est jeune. Il manque de constance, on le sait. Maintenant, est-ce qu'il est pas mieux dans un rôle de joker qui rentre et qui retourne un peu le match avec sa vivacité et les espaces créés par la fatigue accumulée de la défense peut-être. Mais en tout cas là, ça a été insuffisant, clairement. On va parler des remplaçants. Ah, Pereira da Costa. Oh, wow, j'ai oublié Pereira da Costa. Ben moi, je mets la note de 7. Moi, j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match. Techniquement, il est au-dessus du lot. La passe décisive, il faut la mettre, hein, clairement. Et voilà, je l'ai trouvé très à l'aise, très intéressant. Pour moi, il a mis Kakuta sur le banc, clairement. Maintenant, c'est peut-être la meilleure chose à qu'on ait, c'est-à-dire un Kakuta qui rentre du banc. On y reviendra après, là, tout de suite. Mais en tout cas, Pereira da Costa, il est au top niveau. Il faut vraiment qu'on arrive à prolonger ce gamin pour le garder avec nous. Il s'éclate et ça va être compliqué de le garder sinon, parce qu'on risque d'avoir des offres sur ce jeune milieu de terrain très talentueux. Très talentueux. On va passer aux remplaçants. J'ai mis la note de 7 à Machado. Je trouve qu'il fait une bonne entrée. Il a été intéressant encore une fois. Il a amené du peps, amené de la vitesse, amené de la combinaison à gauche avec Seko Fofana. Ce qu'on n'a pas vu avec Frankowski. C'est pour ça que je vous dis que moi je suis plutôt FC Machado parce que Frankowski il souffre de cette comparaison-là parce que je trouve que Machado il est beaucoup plus à l'aise à gauche puisqu'il est gaucher et ça apporte beaucoup plus et ça équilibre le danger et ça affole plus la défense de savoir qu'il y a deux excellents pistons à l'aise de chaque côté plutôt qu'un excellent Klose et un Frankowski qu'on peut pousser sur la ligne de touche parce qu'il est droitier et qu'il est obligé de revenir en arrière et qu'il est donc moins dans la percussion. Alors quand on arrive à bien le décaler et qu'il rentre dans la surface, il est excellent parce que du pied droit il enroule et ça, il a une excellente frappe, mais clairement c'est assez compliqué quand même, hein. C'est assez compliqué. J'ai mis la note de 7 à Gaël Kakuta. Je trouve qu'il fait une bonne entrée aussi, pas mal dans ce qu'il a montré, dans les extérieurs, dans ses orientations de jeu, dans le peps qu'il a montré. Je pense que s'il est dans le projet lensois, il faut qu'il reste à ce statut-là de remplaçant de luxe. D'un joueur qui a aujourd'hui 32-33 ans, je crois, et qui est plutôt vers la fin ascendante de sa carrière et qui doit la gérer. Plutôt la phase, le passage à la phase descendante, il doit la gérer bien en étant partie intégrante d'une équipe type en tant que remplaçant. Voilà, c'est mon avis personnel, en tout cas, il fait une bonne entrée. J'ai mis la note de 8 à Wesley Saïd. Moi je trouve qu'il fait une très bonne entrée. Je trouvais qu'il a été excellent dans ses accélérations balle au pied. Je trouve que dans la percussion c'est impressionnant ce qu'il a montré. Voilà, il y a un moment donné il aurait peut-être pu frapper et puis derrière bon voilà, mais en tout cas franchement là il est de mieux en mieux. Alors là j'ai vu la conf de presse de Franck Hayes où il a été un peu ménagé. Voilà, il a toujours ce physique fragile, il va falloir vraiment que la prépa soit optimum pour lui, pour qu'il arrive vraiment avec en oubliant ses soucis de ces dernières années. Mais clairement, dans ses accélérations, c'est impressionnant ce qu'il est capable de montrer. Et il est encore jeune, hein, il a 26-27 ans, donc c'est pas un vieux joueur. Hein, donc franchement, chapeau l'entrée.
Vraiment, c'est plaisant. Et pareil, très bonne entrée de notre ami Ganago. La passe décisive est magnifique pour Seko Fofana. Voilà, et je trouve qu'il revient bien aussi. Et c'est plutôt bon signe aussi pour la fin de saison. Maintenant, à voir le futur de joueur là. Mais il se plaît bien chez nous et il revient bien. Enfin, il a mis du temps pour revenir. Hein, parce que c'est vrai que depuis la blessure, ça a été très compliqué pour lui. Voilà. Mais en tout cas, très bonne entrée. Et je mets la note de 8 à Franck Hayes. Très bon coaching, très bonne gestion pour moi du match. Parce que franchement, et encore une fois, hein, c'est coaching. Il a un banc qui lui permet de faire ça, mais il le fait très bien. Il le fait très bien. L'arbitre portugais, je trouve qu'il a été plutôt bon. Je mets la note de 7. Ça fait du bien de voir des bons arbitrages. Ça change de d'habitude. Mais en tout cas, voilà, c'était plutôt pas mal. Et j'ai mis la note de 2 à Reims. C'est vraiment un très mauvais match. Franchement, le passage au 4-5-1 avant même la fin de la première mi-temps, parce que tu mènes 1-0, c'est pour moi honteux. C'est une négation du football. Moi, ça m'a tué. Ou c'est à la mi-temps. Ouais, ou c'est à la mi-temps qui change en 4-5-1, je trouve. Je dis des bêtises. C'est à la mi-temps, mais je sais plus si c'est à la mi-temps ou si c'est à la fin de la première mi-temps. Je sais plus. Mais c'est catastrophique. C'est quoi cette image-là du foot? C'est ça, Reims? Waouh. Wow. C'est terrible, quoi. C'est dégueulasse. Et en plus, ce changement de stratégique nous remet dedans. Parce qu'on dans le débrief, je vais en parler. Il s'est niqué tout seul, quoi. C'est niqué tout seul. Derrière, il a pris des vagues et des vagues. Terminus, tout le monde descend. À l'égalisation, il y a plus personne. Alors, à l'égalisation, il refait un changement tactique pour essayer de marquer un but. Mais c'est trop tard, la dynamique, elle est morte. C'est honteux. Franchement, Garcia, là, c'était plutôt le sergent Garcia qu'autre chose. Là. Donc voilà. On va passer au débrief. Alors, c'est vrai que la première mi-temps, elle est hyper bien maîtrisée. On rentre super bien dans le match, on a des grosses occasions, et ça me plaît pas parce que ça rentre pas. Je me dis, merde, putain, fait chier, et je la sens pas. Et derrière, sur une transition, on se prend un très très joli but d'Arber Zenelli. D'ailleurs, Arber Zenelli, je lui mets la note de 8. Je trouve qu'il a fait un très bon match. Après, il était un peu cramé à la fin parce qu'il a été lourdement blessé. Il revient au fur et à mesure, un peu comme Ganago. Mais j'aime beaucoup ce joueur-là. Moi, je trouve que ça pourrait être intéressant chez nous, un mec comme ça, hein, capable d'avoir cette technique. Dans une équipe joueuse en confiance, ce mec peut être vraiment très costaud. Arber Zenelli, le but est magnifique, il peut rien faire, le pauvre Farinez. Et puis derrière, je me dis, bah voilà, quoi, c'est fini. C'est fini. On va se faire enculer, et puis comme il faut. Et on s'est fait enculer. Hein. Et ce qui nous sauve, c'est Sergent Garcia et son changement tactique, parce que sinon toute la première mi-temps c'est ça, hein, on se prend un vieux but, puis derrière c'est défense double triple barbelé avec une muraille et un corridor. Mais ça c'est Reims, on le sait, hein, c'est l'ADN de Reims depuis Guillon déjà, donc voilà. En fait Reims, pour être franc, Reims me fait penser à Angers les une, deux, trois saisons après leur remontée. Parce qu'ils avaient Tchèque Diabaté, je crois c'est ça. Enfin, c'était une défense de fer monstrueuse qui encaissait pas un but, et puis qui derrière claquait un but de raccro, ça gagnait des 1-0, ils en ont fait plein. Puis derrière, ils ont évolué. Et puis ils ont commencé à créer quelque chose d'un peu plus technique, d'un peu plus offensif. Alors ils ont perdu plus de matchs, mais c'est plus plaisant à voir. Et ben Reims, c'est ça. Mais c'est ça depuis des années. Hein, Reims, ça fait quoi, 4-5 ans qu'ils sont en Ligue 1, je pense, ouais, si je dis pas de conneries. Ils sont montés l'année où... Ouais, je sais plus. Ouais, bref, j'ai un doute. Je sais plus. Ils montent l'année de la 96e minute, où Amiens monte. Ouais, j'ai un doute. Mais enfin voilà, ça fait quelques années qu'ils sont en Ligue 1 et ils ont gardé cet ADN extrêmement défensif. Enfin, bon, moi j'appelle c'est du boring football, comme on dit. C'est ennuyeux à voir. Ça me dégoûte. Enfin, c'est pas mon football. Heureusement, on n'a pas ça chez nous. Mais ça gueulerait hein, chez nous. Je pense qu'il y aurait beaucoup de critiques. Hein. On serait très très sévère, clairement. Mais voilà. Mais ce changement tactique, j'ai commenté, j'ai fait des larmes. C'est n'importe quoi. Je me suis dit, mais putain, mais c'est. Ben, il reste 45 minutes, quoi. Tu bétonnes. Ouais. Et puis derrière, ça nous a mis dedans.
Parce que comme ils étaient en 4-5-1 et qu'il n'y a plus personne devant, ben, on a repris le contrôle du ballon, on a été beaucoup plus haut. Derrière, il y a une bonne séquence où on récupère un ballon, on oriente bien, il y a une belle séquence de combinaison. Le décalage de Pereira d'Acosta est magnifique. Derrière, c'est une frappe superbe de Sotoka, on égalise. Et derrière, il refait des changements. Où il dit, bah ça y est, on va revenir à l'attaque, machin. Mais c'est trop... Enfin, il a cassé sa propre dynamique, puis derrière, nous, on est lancé. Et on a été ils ont été très costauds, faut le dire. Ils ont bien résisté, pourtant, ils ont pris des vagues dans la gueule, et je pense qu'ils ont craqué. Et quand Franquet se fait les changements, on sent que c'est dur. Parce que quand Wesley Saïd fait des courses, là, ballon au pied magnifique, il n'y a plus personne, quoi. Tout le monde est crevé, ils en peuvent plus. Les 2 ou 3 percées ballon au pied de Saïd, je crois que ça a niqué la défense. Hein. Ils étaient complètement à l'ouest. Et derrière, clairement, le but, il vient récompenser une deuxième mi-temps où on les a enfoncés au plus profond qu'on pouvait. La superbe passe de Ganago qui commence à avoir de la justesse technique et c'est plutôt au bon moment. Et puis le joli but de Seko Fofana, ça fait 2-1. La projection, bon, on peut l'avoir hein, parce que tous les matchs sont terminés, on est jeudi. Mais bon, je suis désolé, mais c'est que Rennes a perdu, Nice a gagné. Bon, après, Saint-Étienne, ça pue la Ligue 2 hein, quand même. Comment tu mènes 2-0 et que tu te sabordes comme ça? Chapeau à Bernardoni au sommet de son art, hein, qui a été catastrophique, jamais il doit encaisser au moins. Il y a 2 buts qu'il doit pas encaisser, clairement. C'est honteux, c'est honteux. Mais voilà, Nice a gagné, je pense que Nice sont plus atteignables, mais par contre, Rennes a perdu. Et la projection, c'est que c'est simple. Il n'y a pas besoin de faire de calcul. Si on veut une finale pour l'Europe à la 38e journée, il n'y a pas 1 milliard de scénarios, il n'y en a qu'un. Faut qu'on gagne à 3 samedi, et il faut que Rennes ne gagne pas. Voilà. Si c'est ça, on joue une finale contre Monaco à Bollaert à la 38e journée. Voilà, clairement. Alors les calendriers sont simples, hein. On joue 3, on reçoit Monaco, et Rennes, ils vont recevoir Marseille et ils vont à Lille. Nice, c'est fini parce que je crois ils vont à Lille, si je dis pas de conneries. Je crois qu'ils vont à Lille. Ils vont y sucer la bite, ils vont les laisser gagner, c'est sûr et certain. C'est honteux, mais c'est comme ça. Puis Strasbourg, je crois qu'ils jouent... Ils reçoivent Clermont, ou ils vont à Clermont, et... Non, ils reçoivent Clermont et ils vont à Marseille. Donc voilà, là, pour espérer une finale 38e journée, faut gagner, et que Rennes ne gagne pas. Voilà, c'est tout. Et aussi simple que ça. Strasbourg, on s'en fout sur cette prochaine journée. Parce que Strasbourg, le scénar pour qu'on soit 5e de Ligue 1, il faut qu'on gagne nos 2 matchs, que Strasbourg n'en gagne qu'un, et que Rennes ne fasse qu'un point sur leurs 2 derniers matchs. Voilà. Parce qu'on est à 4 points de Rennes, et qu'on est à 2 points de Strasbourg. Donc le scénar, c'est ça. De toute façon, il nous faut qu'on gagne tout. Si on gagne tout, il faut que Strasbourg ne fasse pas plus de 3 points sur les 2 matchs, donc ça veut dire une victoire maximum, et que Rennes ne fasse pas plus d'1 point sur les 2 matchs. Si Rennes fait match nul ou perd contre Marseille, on aura une finale à la 28e journée, sachant qu'ils vont à Lille. Lille va peut-être les laisser gagner, mais je trouve laisser filer 2 matchs, c'est un peu compliqué quand même. Ça va être compliqué, mais de toute façon, ils ont ce joker-là. Ils ont un matelas qui leur permet de n'avoir qu'à gagner un match sur les 2. Pareil pour Strasbourg, par contre, c'est différent. Faut qu'ils gagnent. Alors Strasbourg, il faut pas qu'ils fassent plus de 3 points. Donc Strasbourg, ils sont obligés de gagner leurs 2. Il faut pas qu'ils fassent plus de 3 points. Donc Strasbourg, il faut qu'ils perdent. Faut pas qu'ils perdent un des 2 matchs. Voilà. Tout simple. Alors après, il y a plusieurs variantes. Si Rennes perd face à Marseille, ils sont obligés de gagner face à Lille. Tout autre résultat qu'une victoire, si nous on gagne nos 2 matchs, ils sont derrière nous. Strasbourg, c'est pareil. Strasbourg, s'ils font autre chose qu'une victoire, derrière, ils sont obligés de gagner leur match. Obligatoirement obligés de gagner leur match. Donc, ça va être une finale de fou, quoi. Donc, voilà. Par contre, si Strasbourg gagne contre Clermont, ils seront obligés au moins de faire un nul à Marseille. Mais il faut le faire, le nul à Marseille.
Parce que Marseille, ils sont toujours en course. Ils sont toujours en concurrence avec Monaco pour la 2e place. Marseille, il faut qu'ils gagnent leurs deux derniers matchs. Hein. Donc le match à Rennes, il faut absolument que les Marseillais le gagnent. Ça va être un match dantesque. Hein. Dantesque. De toute façon, ils n'ont pas le droit à la défaite. Ni Rennes, ni Marseille. Il faut être clair. Donc ça va être un match de fou. Voilà. Alors, pour clôturer cette vidéo, j'ai petite info mercato. Alors, je suis pas un insider, hein, mais bon, dans ma vie de tous les jours, j'ai quelqu'un de mon entourage qui est dans l'entourage un peu de la sphère RC Lens, et qui m'a expliqué que j'en ai parlé un peu sur Twitter, c'est pour ça que j'en ai parlé un petit peu, parce que j'ai eu la confirme que Adam Bouska serait sur une shortlist J-Solfi. Voilà. Alors Adam Bouska, c'est un attaquant polonais international. Il a 25 ans, si je dis pas de conneries. Parce que je pensais qu'il était plus jeune, mais non, il a 25 ans. Il joue en MLS et il fait des super saisons. Il est au New York Revolution, je crois. New England Revolution. J'ai des conneries. Il est au New England Revolution et bon, je regardais les stats, mais il est plutôt bien vu dans tous les un peu les tweeters de scouts plus ou moins pro, mais il y a certains scouts qui sont des scouts pro qui travaillent dans des boîtes pro. Il ressort souvent et son nom circule. Voilà. On tenterait le coup Bouska, qui est plutôt un profil qui serait intéressant, de finisseur de bon niveau, d'un joueur très habile de la tête, qui serait capable de vraiment conclure les centres et les actions offensives. Voilà, c'est une info. Maintenant, la deuxième info, c'est que vraiment, il y a une shortlist, il y a une liste d'attaquants qui sont ciblés et plutôt de bonne facture. Voilà. C'est ce qui ressort un peu dans les discussions. Voilà. Lens a l'air d'être assez ambitieux dans son mercato d'été. De toute façon, ça va être sexy. Tout le monde le sent et les retours que j'en ai, c'est ça. Donc voilà. Voilà pour la vidéo. Alors, je suis désolé, hein, dans 3 jours, il y a un match, mais j'ai pas pu la faire avant. Je vous dis à très bientôt. Je la ferai plus rapidement la prochaine parce qu'il y a les 2 journées et que c'est les finales. Donc on va commencer à un peu plus accélérer. Et je vous dis ciao. Salut à tous.